Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter notre perception, pas ma perception, pardon, de l'industrie de l'usine du futur. Je vais commencer d'abord par vous expliquer ce qu'est le masque français. Vous en avez eu quelques mots à l'instant, mais l'explication de ce qu'est le masque français est nécessaire pour pouvoir comprendre le message qu'on veut vous faire passer au sujet de l'usine du futur. Le masque français, c'est une société qui est extrêmement jeune. C'est une industrie, donc une usine, qui a été créée seulement en avril 2020, donc pendant le premier confinement de la pandémie, et surtout à partir de rien, strictement rien. C'est-à-dire c'est une équipe qui n'a jamais fait d'industrie, qui n'a jamais produit quoi que ce soit en termes de biens, en termes de produits à vendre pour le consommateur, et qui s'est créée. C'est aussi quelque chose qui est localisé, une usine qui est localisée en France, donc basée à Meudon. Et je ne sais pas pourquoi, après, il y a écrit un tout petit puits à Vélizy-Villacoublay. Meudon était malheureusement un peu trop petit, même si on a cherché comme des dingues d'avoir un local assez grand pour accueillir les 2000 m² de l'usine. On a dû déménager, mais ça, on ne le dit pas trop. Chut, chut. À ce jour, c'est une usine qui tourne encore, malgré ce qu'on peut voir dans la presse sur les difficultés que peuvent rencontrer les producteurs de masques. Nous, on produit encore beaucoup de masques, donc à peu près 6 millions de masques par mois. 2000 m², il y a 60 CDI, donc c'est des postes qui ont été créés spécifiquement à travers de l'aventure du masque français. Et depuis le début, on a fabriqué plus de 120 millions de masques depuis la création. Alors, pourquoi c'est important de dire ça? Parce que il y a 4 points que je voulais partager avec vous sur l'usine du futur. Et c'est un petit peu antinomique de ce qu'on peut s'imaginer de l'usine du futur. L'usine du futur, on va imaginer quelque chose d'ultra moderne, tout automatisé, peut-être éloigné, avec des très hautes technologies. Et bien là, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une usine du futur qui est un peu l'usine du 19e siècle. Une usine qui va se baser sur 4 éléments. Le premier, c'est une usine à partir de rien. Et faire une usine à partir de rien, ça paraît complètement perché, mais en fait, c'est faisable, c'est possible. Donc le premier message, c'est rendre possible le fait de lancer de l'industrie sur un territoire comme la France. Alors ça veut dire quoi, à partir de rien? Comment on fait? Tout simplement, quand la pandémie est arrivée, on avait un manque cruel de masques, et on s'est dit, il faut absolument trouver un moyen de fournir des masques à la population, de vendre des masques aux hôpitaux, aux personnes qui en ont besoin pour se protéger. Et tout simplement, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, et ce n'était pas possible il y a 10 ans, il suffit de taper sur Google Mask Machine ou toute autre machine que vous auriez envie d'acheter ou d'utiliser, vous trouvez des réponses. Tout de suite, vous avez des sites de fabricants de machines, en fait d'usines, des gens qui vendent des lignes de production. Vous avez les sites comme Alibaba, qui vont vous proposer 1000 façons de produire ce que vous avez envie de fabriquer. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a tapé Google Mask Machine. Sur Google Mask Machine, on est tombé sur des fournisseurs sur Alibaba. On a contacté les différents fournisseurs qui faisaient des machines, et puis on leur a posé plein de questions. On a fait une sorte de mini appel d'offres, et finalement, c'était un peu compliqué. On s'est dit, celui qui nous répondra le plus vite, le plus simplement, on lui achètera une machine. On a acheté une machine. Et avant ça, au moment où on voulait rentrer dans la discussion avec ces personnes-là qui sont à distance et qui vous vendent carrément une ligne de production, en fait, ils souhaitent que toutes les discussions se passent sur WhatsApp. Donc c'est assez dingue d'imaginer qu'on est en train d'acheter une usine sur WhatsApp. Je ne sais pas si vous arrivez à vous projeter dans cette situation-là. Et donc, acheter une usine sur WhatsApp, aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Ce qui se passe aussi, c'est que pour avoir une usine, il faut des locaux, il faut un endroit pour accueillir les machines, il faut les brancher, il faut tout ça. Et ça, aujourd'hui, il y a des prestataires qui sont capables de vous aider à identifier comment monter la machine, comment la brancher sur l'électricité, comment la brancher sur l'air comprimé, tout ça. En fait, c'est accessible. Finalement, ce n'est pas impossible. Et aujourd'hui, il existe en région parisienne des locaux disponibles qu'on peut louer pour pouvoir accueillir ce type de machine. Donc tout ça, c'est faisable, c'est le premier point. Et pourquoi est-ce futuriste? Parce que dans notre monde aujourd'hui, on peut le faire, et demain, on pourra de plus en plus le faire. Quelqu'un qui a envie de lancer une marque de soins, il peut acheter les lignes correspondantes. Quelqu'un qui veut lancer, je ne sais pas, une fabrique de vendre du café moulu, et ben, il peut le faire aussi.
Et on a besoin de ces forces vives aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'un écosystème. Alors on parle des écosystèmes de start-up, mais quand on regarde aujourd'hui le milieu des start-up, c'est essentiellement des produits high-tech, des services, et c'est rarement quelque chose qui va fabriquer un bien sur le territoire français à vendre pour tous les utilisateurs. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est les grandes entreprises, les grands industriels qui existent, en tout cas en Europe, ce sont des entreprises qui ont plus de 100 ans. Et on a besoin de jeunesse et de dynamisme pour pouvoir avoir une offre qui fasse bouger les lignes en termes d'industrie. Donc, premier point, une entreprise, une usine à partir de rien. Le deuxième, c'est une usine qui est proche de ses consommateurs. L'usine proche de son consommateur, nous, on considère que c'est un besoin vital pour un pays. Je veux dire, c'est comme un organe vital, c'est un poumon d'un pays. Pourquoi? Parce que, d'abord, avoir une usine à proximité de nous, ça redonne du sens à tout ce qu'on fait tous les jours. Ça maintient des compétences techniques dans le pays. C'est-à-dire que un régleur de machine, mine de rien, c'est un job qui est nécessaire dans toute industrie. Aujourd'hui, la France a pratiquement inventé ce métier avec les Italiens, les Allemands. Aujourd'hui, pour trouver ce genre de profil, on n'en trouve plus. Ils ont disparu. Ils sont tous dans des pays comme la Chine ou autres, qui sont les usines du monde. Et on a du mal à recruter ce type de profil. Ce sont des savoir-faire. Quand la France a créé des écoles comme Polytechnique, par exemple, elle l'a créé au début pour l'armée, mais dans l'optique d'avoir le savoir-faire, l'ingénierie, qui soit maintenu et qui soit le meilleur du monde dans son pays. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que tout ce savoir-faire s'évapore. Donc on a besoin d'avoir nos usines chez nous pour que ce savoir-faire continue de se nourrir. Ça maintient l'indépendance stratégique. On l'a vu sur les masques, à quel point ça a été difficile d'avoir des masques et qu'on s'est retrouvé complètement à nu. Pour vous raconter, quand nous, on a commencé à vouloir faire l'usine, il n'y avait plus de matières premières, il y avait plus d'usines, bien sûr, il en restait une seule qui produisait vraiment pas assez par rapport aux besoins de la population. Les matières premières, on était obligé de l'acheter à l'étranger parce qu'on n'en fabriquait plus en France. Et même quand on a voulu tester les masques pour les faire valider auprès de la NSM, on a été obligé d'aller en République tchèque parce que la norme sur les masques a été inventée par les Français, par l'AFNOR à l'époque. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun laboratoire en France qui va être capable de valider la norme sur le masque. On est obligé d'aller à l'étranger. Donc on perd tout ce savoir-faire qui s'en va, qui disparaît. On a besoin d'avoir une dynamique d'innovation en local. C'est grâce à la présence en local des industries, on peut réfléchir à de nouveaux produits. Nous, par exemple, quand on a fait les masques, on a fait des dizaines de couleurs, on a augmenté la filtration parce qu'on a fait des tests, etc. Et cette innovation-là, on a besoin de l'avoir en local. Ça maintient les emplois industriels. Ça, c'est fondamental. C'est le quatrième point dans la slide. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer la page d'après. Il y a un truc qui est assez frappant, c'est que depuis 1974, on a perdu en France 2,5 millions d'emplois industriels. Et j'aime bien ce chiffre, enfin je l'aime bien, j'aime pas ce chiffre, mais ce chiffre, il résonne parce que 2,5 millions d'emplois, c'est exactement le chiffre du chômage aujourd'hui. En plus, c'est 1974, donc l'économie s'est multipliée depuis. Donc, proportionnellement, le nombre d'emplois industriels qu'on a perdu, il est gigantesque. Voilà. Et bien sûr, la réduction de l'empreinte carbone, quand on sait ce que ça veut dire de transporter des denrées à travers le monde en avion ou en bateau, on sait qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse aller chercher ces produits à proximité. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, premier point, il faut que l'usine puisse être faite par les gens de la population, de la société civile, qu'elle soit proche de ses consommateurs sur le territoire français. Et le troisième point, c'est l'usine qu'on appelle DNVB. Alors DNVB, ça veut dire quoi? C'est un jargon à la mode aujourd'hui. C'est Digital Native Vertical Brand. Je vous la fais courte. L'idée, c'est de pouvoir vendre ces produits en direct. Moi, personnellement, avant de faire ça, et je le fais toujours, j'ai un cabinet de conseil. De manière assez caricaturale, ce que j'ai vu, c'est que tous les clients que j'avais qui étaient uniquement fabricants ne faisaient pas assez de marge, 3%, 5% de marge, et donc ils n'arrivaient plus à innover, plus à investir. Ceux qui n'étaient que distributeurs ne faisaient pas assez de marge non plus, 3%, 5%, pareil. Et par contre, magie, ceux qui sont fabricants et qui distribuent leurs propres produits, ils font la somme des deux marges et ils arrivent à s'en sortir. Il y a une histoire qui est assez véridique. On a Go-Sport et Decathlon, ces deux enseignes que tous les Français connaissent. Go-Sport et Decathlon, il y a 25 ans, c'était peu ou prou la même chose. Ils valaient la même chose sur, disons, l'économie des ventes et achats d'entreprises.
Go-Sport s'est vendu l'année dernière pour 1 euro. Decathlon, aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut peut-être une dizaine de milliards d'euros. C'est quoi la différence? Quels sont les deux chemins qu'ont pris Go-Sport et Decathlon? Go-Sport est resté distributeur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de produit à lui-même, même s'il y a écrit Go-Sport sur un certain nombre de produits, c'est fabriqué par d'autres et puis il rajoute une étiquette, tandis que Decathlon a intégré dans son ADN, dans sa manière de fonctionner, la conception, la fabrication, et est devenu aussi distributeur. Donc, ce constat des fabricants purs qui ne gagnent pas assez d'argent et distributeurs purs non plus, ça génère deux besoins. Finalement, c'est qu'il est absolument nécessaire de s'intégrer en amont pour innover. S'intégrer en amont, ça veut dire être capable de fabriquer ses propres matières, de faire ses propres conceptions. Je prends l'exemple de Tesla. Tesla, aujourd'hui on en parle beaucoup. Ils ont sorti là très récemment des nouvelles batteries qui sont les seules du marché à avoir. Pourquoi ce sont les seuls du marché à avoir? Parce que l'ensemble du marché automobile achète des cellules de batterie chez les grands fabricants coréens, Samsung, LG, Panasonic, etc. Et ces grands fabricants proposent toujours la même batterie. Tesla a décidé d'intégrer ce savoir-faire et en l'intégrant, a mis des ingénieurs sur le coup et ils ont trouvé des moyens pour améliorer le rendement des batteries et d'un coup, ils vont avoir la meilleure batterie du marché. Tandis que tous les autres fabricants de voitures électriques, tous les autres fabricants classiques qui se sont mis à la voiture électrique, attendent patiemment que leur fournisseur leur propose une innovation. Et en plus, quand ils vont leur proposer, le Panasonic va proposer sa nouvelle batterie à tout le monde. Donc, il n'y a pas de moyen de créer un écart compétitif quand on n'arrive pas à intégrer en amont les savoir-faire qui sont partie de l'ADN d'une société. Donc, s'intégrer en amont pour innover, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est s'étendre en aval pour mieux écouter le besoin client. C'est-à-dire savoir que les clients ont besoin de masques de couleur, d'un masque bleu, blanc, rouge, de les entendre nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux en disant « Ah, quand est-ce que vous sortez le masque rouge ?» etc. C'est un peu caricatural et simple comme exemple, mais nous aujourd'hui, comme on est en direct avec nos clients, on peut tout de suite, de manière hyper réactive, se dire « On va produire un tissu rouge de manière à faire un masque rouge » et en l'espace de 2 semaines, on a un client qui demande quelque chose ou plusieurs clients qui le demandent et on se dit « Ah, il se passe quelque chose », en l'espace de 2 semaines, on arrive à le proposer à nos clients. Tandis que si on était dans un modèle à l'ancienne, nos clients, on ne les voit pas parce que c'est distribué dans une pharmacie, par exemple, donc on ne sait pas ce qu'ils demandent. Et puis si un jour on entend qu'ils demandent quelque chose, le temps de mettre en place tout le système pour pouvoir créer l'innovation, on va demander à des fournisseurs et autres, il y a 1 an qui passe. Donc ça change toute la donne. Et c'est pour ça que ça, c'est le 3e élément de l'industrie du futur. Schématiquement, alors ça, juste, je fais une petite parenthèse, c'est un graphe déterminant. On voit ici le petit carré industrie versus les autres carrés en vert, commerce, etc. L'industrie, c'est aujourd'hui en France, en Europe, ça c'est les chiffres de l'INSEE sur la France, un secteur qui a beaucoup de mal à générer de la marge. Et le seul moyen de continuer à créer de l'industrie en France, c'est de l'allier au commerce, c'est de l'étendre vers la capacité à vendre directement pour que la marge du commerce puisse générer de l'innovation dans l'industrie. Et donc schématiquement, hier on avait une structure avec un fournisseur, une usine et des revendeurs aux clients finaux, B2C c'est clients finaux. Demain, l'usine du futur, elle est totalement intégrée. Elle conçoit et produit ses matières premières, elle a une unité de production classique et elle vend directement ses produits. Et c'est ça l'avenir de l'industrie, c'est pour ça que cet élément DNVB, donc verticalement intégré, est déterminant pour l'industrie du futur. Alors, le Made in France. Donc, le Made in France est très bien. Bien sûr, on a envie d'avoir des usines Made in France. Mais en même temps, le sentiment que l'on a, c'est que le Made in France, aujourd'hui, il est un peu trop cocorico. C'est-à-dire, il a un peu cette tête, en fait. C'est-à-dire qu'on fabrique en France presque pour vendre à la France. Le Made in France, il doit être beaucoup plus puissant que ça. Il doit revenir à ce qu'était le Made in France du 19e siècle, c'est-à-dire des fabricants français qui partent à la conquête du monde. Aujourd'hui, on parle des GAFAM. Les GAFAM, ce sont des entreprises, alors ce n'est pas de l'industrie, mais l'allégorie vaut, ce sont des entreprises qui existent depuis pas si longtemps. Ce sont les plus grandes entreprises du monde. En France et en Europe, si on regarde le CAC 40, je crois qu'il y a une entreprise qui existe depuis moins de 40 ans. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut que les compétences françaises aillent à la conquête du monde. On est trop cocorico finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a les compétences, l'ingénierie,
Et comme on n'est pas capable d'aller étendre ce savoir-faire au travers le monde, enfin si on est capable, je caricature un peu, je dis qu'il faut aller encore plus loin, et bien en fait, les grandes sociétés américaines ou même chinoises viennent chercher les ingénieurs en France qui ont toute l'intelligence qu'ils ont acquis dans l'éducation et l'école française, et ces ingénieurs-là partent à l'étranger, alors qu'on aimerait qu'ils restent là et qu'ils contribuent à cette industrie du futur en France ou en Europe. Voilà. Et donc, Made in France, c'est bien, mais en fait, ce qu'il faut, c'est le value in France, le power in France, la force d'une entreprise très puissante, solide, qui va partir à la conquête du monde. Et nous, bon, bien sûr, tout le monde veut que le Covid s'arrête. C'est-à-dire que nous, parfois, on me dit « Ah, c'est génial, ça repart le Covid pour le business. » Arrêtez, arrêtez. Oui, d'accord, c'est bien, ça fait durer les emplois et tout, mais on ne veut pas de Covid. Donc nous, on s'est dit, si on a des adages, on a ces 4 adages qu'on a cités, je ne vais pas les relister, et ben en fait, on veut se remettre dans cette perspective dès maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire après le Covid? Donc on a envie de redémarrer sur une aventure à partir de rien, comme on l'a fait sur les masques. On a envie de produire en France. On a envie d'intégrer la fabrication des éléments qu'on va créer. On a envie de concevoir nous-mêmes, pas acheter des choses et les revendre, et les vendre directement à nos clients pour pouvoir y ajouter cette dimension commerciale qui permet d'avoir de la marge et de continuer à innover. Et on a envie de partir à la conquête du monde. Donc on a pris tout ça, on l'a mis dans une boîte, on a regardé toutes les compétences qui existaient dans notre entreprise et on s'est dit, voilà, pour la fin du Covid, on sera prêt. Et on a décidé de lancer un nouveau vélo à assistance électrique, puisqu'en fait, il y a une très forte demande aujourd'hui, qui s'appelle Wheel. Donc Wheel est un jeu de mots. Alors c'est une marque qui se prononce Wheel à l'anglaise, parce que c'est un Made in France qui va partir à la conquête du monde. Et will, ça veut dire en anglais, on parle du public will, c'est le bien public. Ça veut dire la prospérité, le bien. C'est un jeu de mots aussi par rapport à la roue, évidemment, et par rapport à la volonté d'aller de l'avant. Et on espère que ce produit rencontrera plein de fidèles clients qui apprécieront vivre cette expérience vélo à l'avenir. Voilà, merci.